Nous nous étions arrêtés en pleine révolution culturelle. Les maîtres de Qigong sont envoyés dans les champs pour être rééduqués. Les personnes qui pratiquent le Qigong le font toutes clandestinement. Toutes, sauf une qui fait de la résistance. Il s'agit de Guolin, qui continue à pratiquer et enseigner dans les parcs. Guolin, de son vrai nom Lin Guanming, est né en 1909 à Zhongchen. Son père, Lin Wen, est tué pendant la révolution de 1911. Sa famille se réfugie alors à Macao, alors qu'elle n'a que 2 ans. À Macao, son grand-père paternel, maître taoïste du temple de l'esprit de la médecine, l'initie au Qigong quand elle a 6 ans. Après l'obtention de son diplôme dans une grande école des beaux-arts à Guangdong, elle devient artiste peintre. Son métier de peintre paysagiste l'amène à visiter plusieurs montagnes sacrées chinoises. Et la méthode de respiration qu'elle utilise pour l'escalade des montagnes deviendra la base de son futur Qigong. En 1949, on lui diagnostique un cancer de l'utérus qui se propage à la vessie. Elle s'en sort en lui retirant l'utérus et une partie de la vessie. Mais 10 ans plus tard, en 1959, son cancer récidive. À cette époque, le Qigong est à son summum. Guolin se souvient du Qigong qu'elle avait appris enfant. Elle décide de soigner son cancer avec le Qigong. Elle s'intéresse à la théorie du Qigong, à la médecine chinoise, la médecine occidentale, à la psychologie et à la pathologie. Et après 10 ans de pratique et d'expérimentation, elle guérit de son cancer. Elle capitalise toutes ses expériences en créant une méthode de Qigong pour les maladies chroniques et le cancer. Sa méthode est basée sur la respiration éolienne, dans laquelle elle réadapte les anciennes techniques, mais aussi les plus modernes de Liu Guizhen. En 1970, elle commence à enseigner sa méthode. Son premier élève est un ouvrier atteint d'une maladie cardiaque grave qui guérit grâce à sa méthode. Son deuxième élève est aussi un ouvrier, mais lui avait été guéri d'un cancer de l'estomac grâce à sa méthode. L'année suivante, elle commence l'enseignement à un public plus large dans le parc de Dongdan. Le succès ne se fait pas attendre. Elle appelle alors sa méthode la nouvelle méthode thérapeutique de Qigong. Elle fait des groupes selon l'état de gravité des malades et suit chaque malade individuellement. Mais elle est très vite accusée d'être une charlatante et on la chasse du parc. Elle change de parc et rebelote. Elle y est encore chassée et 2 de ses meilleurs enseignants sont incarcérés pendant 3 semaines. De 1971 à 1977, elle sera interrogée 7 fois par le Bureau de la Sécurité publique. Découragée, elle demande à quitter la Chine pour les États-Unis où réside sa fille. Son visa est accepté, mais à la dernière minute, elle change d'avis. Elle préfère consacrer toute son énergie à transmettre sa méthode aux personnes atteintes du cancer en Chine, malgré les risques encourus. Parmi les miraculés de sa méthode se trouvent des cadres du parti, comme Gao Wenshan, retraité de la marine. Il présente Guolin et ses élèves à plusieurs unités de travail pour leur trouver un lieu pour pratiquer et enseigner le Qigong. Et en 1977, il trouve enfin ce lieu à l'université normale de Pékin. Mao est mort 1 an avant et Guolin profite de ce changement pour essayer d'imposer le Qigong en cherchant l'appui de l'État. Les 7 dernières années lui ont permis d'accumuler de l'expérience grâce à des milliers d'élèves et de malades. Elle en profite pour rédiger un rapport d'une centaine de pages déclarant que le Qigong peut guérir le cancer. Dans ce rapport, elle propose d'intégrer le Qigong au traitement de médecine chinoise et occidentale. Puis elle envoie tout ça au ministère de la Santé. Grâce à sa notoriété, elle est invitée à faire des conférences et à enseigner sa méthode dans plusieurs unités médicales, sportives, éducatives à travers tout le pays, comme l'aéroport international de Pékin ou la faculté de médecine de Qingdao. Guolin avait écrit un livre en 1975 sur sa méthode, mais il était publié clandestinement. Et ce n'est qu'en 1980 qu'il peut enfin être publié par un éditeur officiel. Grâce à ça, sa méthode dépasse les frontières de la Chine. Guolin est à l'origine d'un phénomène devenu banal de nos jours et qui semble pourtant venir d'un lointain passé, celui de la pratique du Qigong dans les parcs. Alors que dans les années 50, il se cantonnait au cadre médical où il était réservé à une élite. Et avant les années 50, il n'était enseigné que dans les lignées de maître à disciple. Grâce à Guolin, le Qigong devient une activité de masse qui peut être enseignée aussi bien dans les établissements que dans les espaces publics. Et c'est ainsi que le Qigong a pu se développer très rapidement. La fin de la révolution culturelle laisse la place à ce qu'on appelle la nouvelle politique des 4 modernisations. Modernisation de l'agriculture, de l'industrie, de la défense nationale, des sciences et techniques. C'est dans ce dernier volet que s'inscrit le Qigong. Il est aidé par le mouvement patriotique pour la santé, lancé par le gouvernement pour améliorer l'état de santé et d'hygiène de la population. Et le 14 juillet 1979, journée historique pour le Qigong, le ministère de la Santé organise une réunion de synthèse sur la science du Qigong à Pékin.
On y retrouve le ministre de la Santé et des dirigeants politiques et des centaines de scientifiques venus de plusieurs disciplines. Les méthodes de Guolin sont mises à l'honneur, ainsi que les expériences de Gu Hansen sur le qi externe, qu'on appelle Wei Qi. Le Qigong est passé de simples branches de la médecine chinoise dans les années 50 à la science du Qigong, une science à part entière qui a découvert une substance qu'on appelle le qi externe, qui peut être contrôlé et projeté. Cette réunion donne naissance à ce qu'on appelle le monde du Qigong, une communauté composée de maîtres, de pratiquants de Qigong et de chercheurs scientifiques. Le Qigong médical institutionnel d'avant la révolution culturelle est réhabilité par l'ouverture du sanatorium de Beidaihe le 28 octobre 1980, sous la direction de Liu Guizhen qui reprend du service. Mais la dizaine d'années qu'il a passé dans les laogai, les goulags chinois, ont fait des ravages sur sa santé. Il meurt en 1983 à l'âge de 63 ans. C'est jeune, mais c'est pas mal pour un gars qui était pour ainsi dire quasiment mort en 1948 et que la pratique du Qigong a sauvé, mais aussi condamné. Après sa mort, c'est sa fille, Liu Yafei, qui reprend le flambeau et devient la 7e héritière du Qigong Neiyangong. Pendant ces années dans les laogai, Liu Guizhen, sous la menace de la torture et de mort, a continué à soigner et enseigner le Qigong à ses co-détenus. Sa femme le supplie pourtant de ne pas le faire, ce à quoi il a répondu « Un jour, la science que nous appelons Qigong sera connue et valorisée comme un héritage précieux et un trésor qui profite à toute l'humanité. » Un autre phénomène très important a contribué à faire sortir le Qigong de l'ombre. C'est l'engouement du peuple chinois à se réapproprier les libertés dont il a été privé pendant la période de la révolution culturelle. Le peuple profite de la relative ouverture permise par le régime de Deng Xiaoping qui a succédé à Mao. On a vu pendant la première moitié des années 80 un regain d'intérêt pour la religion, avec la reconstruction des temples saccagés, la publication de livres religieux qui attirent beaucoup de lecteurs, des séries télévisées sur les thèmes religieux et magiques, notamment les aventures du roi singe, le héros du voyage vers l'ouest. Tout ceci a contribué à ce qu'on appelle la fièvre du kung-fu, véhiculée par les romans et les films de kung-fu venus de Hong Kong et de Taïwan. Le succès du film Le Temple de Shaolin a attiré des milliers de personnes dans les temples de Shaolin, Wudang ou Emei, à la recherche de techniques secrètes. Tous ces films et livres sont remplis d'exploits surnaturels, avec des capacités de voler, de se téléporter, de la télépathie, de la voyance, etc. Et la plupart de ces exploits sont souvent liés à la pratique du Neigong par les maîtres bouddhistes et taoïstes. Yan Xing est né en 1950 dans une famille de paysans. Disciple du grand maître Shaolin, Haideng, pendant ses études de médecine chinoise, il est médecin aux pieds nus pendant la révolution culturelle. Puis il devient professeur dans une école de médecine chinoise. Et en 1981, il est transféré à l'Institut de recherche en médecine chinoise de Chongqing. Mais les dirigeants de l'Institut l'ont dans leur collimateur, depuis qu'il s'est débrouillé pour trouver des médicaments à un patient sans être passé par la voie officielle. Les comportements hostiles de ses supérieurs à son égard l'ont fait craquer jusqu'au point qu'il prenne un congé maladie. Et rien ne le prédestinait à ce qui va suivre. En 1985, le journal des travailleurs du Sichuan publie un article sur l'art merveilleux de Yan Xing. L'article décrit le cas de Jiang Zili, un ouvrier qui s'est fait heurter par un camion et qui s'est retrouvé avec une vertèbre écrasée. Les médecins ont préconisé qu'il reste 6 mois allongé sur une table en bois sans grands espoirs qu'il retrouve sa motricité. Mais grâce à Yan Xing, il a guéri en 10 jours. Selon l'article, Yan Xing entre dans la chambre et jette un coup d'œil au malade et demande à toutes les personnes de sortir de la chambre. Et moins d'une demi-heure après, la porte s'ouvre et Jiang Zili sort en marchant tout seul, sans béquille. Et là, tous s'écrient, c'est un médecin à miracle. Jiang Zili explique, le docteur Yan est resté debout à une distance de quelques centimètres de moi et m'a soigné par le Qigong. Après une demi-heure, je pouvais sortir du lit, me plier, sauter et bouger comme je voulais. Je n'ai pris aucun médicament. La nouvelle est reprise par plusieurs médias dont la revue Qigong et Science. À partir de là, sa renommée est faite. Il est sollicité dans tout le pays, jusqu'à soigner les dirigeants politiques. Face à ce succès, un an après, le quotidien Guangmin l'érige en surhomme. Dans chaque ville, il soigne des patients. Les malades décrivent son art médical comme sublime, sa morale médicale comme étant d'une grande vertu. Il réunit en un seul corps la médecine chinoise, le Qigong, les arts martiaux et des fonctions exceptionnelles. Il a très vite suscité un vif intérêt chez les scientifiques. Le groupe de recherche sur le Qigong de l'université de Tsinghua l'invite à collaborer à des expériences de laboratoire. Et dès la première expérience, il annonce la couleur. Les scientifiques lui demandent la permission d'éteindre la lumière. Il accepte, mais les chercheurs n'arrivent pas à éteindre l'interrupteur malgré tous leurs efforts. Cette expérience nécessite pourtant l'utilisation d'un phototube qui a besoin que toutes les lumières soient éteintes pour fonctionner.
Mais Yang Xin dit en souriant: si tout à l'heure vous ne m'aviez pas parlé d'éteindre la lumière aurait pu s'éteindre. Mais comme vous m'avez dit qu'il fallait l'éteindre, alors j'ai pu empêcher de l'éteindre. Puis il s'avance et appuie légèrement sur l'interrupteur et toutes les lumières du laboratoire s'éteignent. J'ai tiré cet exemple du livre de David Palmer, La fièvre du Qigong, et il parle de force pour décrire ces phénomènes. Donc si je parle de force, ça reste le terme utilisé dans son bouquin. Après avoir fait mumuse avec l'interrupteur et fait sensation, il passe aux expériences. Yang Xin émet sa force pendant 10 minutes sur un patient dont les omoplates avaient été pulvérisées, à la suite de quoi le patient se met à faire des tractions. Yang Xin se dirige ensuite vers le transcripteur qui mesure l'émission de Qi et prend le contrôle du crayon à distance, lui faisant faire des dessins sans le toucher. On le conduit ensuite dans un autre laboratoire où on lui présente 2 échantillons d'eau courante. On lui demande ensuite d'émettre la force sur ces échantillons. Après avoir jeté un coup d'œil sur les éprouvettes, il dit d'un air confiant: c'est bon, vous pouvez mesurer. Les chercheurs restent dubitatifs car les maîtres de Qigong qu'ils avaient vus auparavant avaient d'abord dû se mettre dans une position appropriée, gesticuler des bras et des pieds et parfois jusqu'à ce que leur visage et leurs oreilles deviennent tout rouges, alors que l'homme qui se tient devant eux prétend qu'il a émis sa force d'un simple coup d'œil. Après cette expérience, on l'accompagne ensuite au laboratoire de catalyse du département de chimie. On lui présente un récipient de quartz de qualité supérieure sur un plan de travail en granit. Il contient de l'hydrogène et du monoxyde de carbone, ce qu'on appelle un gaz de synthèse. Pour provoquer un changement dans un gaz de synthèse, il faut plusieurs unités de pression, une température minimum de 300 degrés Celsius et un agent catalyseur. Or, dans le récipient, on ne trouve qu'une seule unité de pression et il faisait à peine 13 degrés dans la pièce et il n'y a aucun agent catalyseur dans le récipient. Après qu'on lui donnait tous ces détails, il explique qu'il doit émettre une force très puissante et demande à tout le monde de sortir. 5 minutes après, il sort en disant qu'il est obligé d'arrêter parce que le contenu du récipient commençait à faire du bruit, et qu'il fallait faire des analyses. Pendant ce temps, les analyses de l'eau arrivent. Elles montrent clairement, grâce à l'analyse de l'effet Raman, que l'émission de Qi externe par Yang Xin ont modifié les propriétés de l'eau. Et quelques minutes après, ce sont les résultats du laboratoire d'analyse qui tombent. Le graphique traité par ordinateur montre sur l'écran qu'un nouveau produit chimique est apparu. Les experts présents dans le laboratoire valident l'expérience et ils iront jusqu'à dire: l'expérience est véridique, ce n'est pas un tour de magie, mais c'est un miracle accompli par l'homme. La semaine d'après, les mêmes expériences sont refaites, mais cette fois à 7 km de distance du laboratoire. Et le mois d'après, une série d'expériences sont menées avec différents types d'échantillons, de l'eau salée, de l'eau à glucose et à différentes distances. À chaque fois, les résultats sont là. Les chercheurs concluent que le Qi externe émis par le maître de Qigong peut produire un effet sur plusieurs types de matières entrant dans la composition des cellules et que ceci est certainement une cause majeure de la guérison par le Qigong. Quelques jours après, les journaux reprennent cet exploit. Le quotidien de Gongmin, l'édition internationale du quotidien du peuple et même le China Daily. L'université de Tsinghua rédige 6 articles intitulés « Études sur les fondements biophysiques de la thérapie par Qigong ». Il faut se remettre dans le contexte. Pour la première fois au monde, la science prouve officiellement et scientifiquement les phénomènes extraordinaires du Qigong relatés par une longue tradition religieuse et martiale dont Yang Xin est devenu l'incarnation vivante. À partir de là, c'est la porte ouverte à tous les fantasmes. Les écrivains et les journalistes vont jusqu'à écrire que Yang Xin, grâce au Qigong, peut guérir le cancer et le sida. Il peut changer la pression atmosphérique et faire venir le vent et provoquer la pluie. Il peut même intercepter des missiles nucléaires et les dévier pour qu'ils explosent en territoire ennemi. Quelques mois plus tard, un immense incendie ravage les forêts de Daxing-Anling dans la province du Liaoning. Les responsables de la province font appel à notre super-héros pour éteindre l'incendie. Et dans l'après-midi du 17 mai à 16h31, dans un ciel entièrement découvert, sans l'ombre d'un nuage, Yang Xin intervient. Et après 10 minutes, le ciel est entièrement recouvert de nuages noirs. Et encore 10 minutes plus tard, un orage qui a duré 47 minutes parvient à venir à bout de cet incendie. À bientôt pour le prochain épisode.